une ergonomie fluide. Le cerveau, il marche par contraste. Une stimulation intellectuelle. De créer de la surprise. Pour moi, c'est vraiment l'émotion. La dimension sociale. Toujours faire de nouvelles choses. Et en fait, dans la recherche, ils ont comparé les deux. Et ça nous donne un scénario original à chaque fois. Simplifier la vie aux utilisateurs. C'est presque déontologique. Alors qu'en fait, tu as toujours à apprendre, même si quelque chose ne fonctionne On pas. a créé un Living Lab low-tech. Prendre tout l'écosystème qui existe pour bien comprendre. Ça peut être un levier très fort pour une expérience utilisateur positive. Bienvenue dans cet épisode spécial de Cogito Ergo Sum, le podcast qui s'inspire de tous les domaines pour décortiquer les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Embarquez avec moi dans cette synthèse de tout ce que j'ai appris depuis un an à travers les nombreuses rencontres que j'ai pu faire. De la BD à l'industrie, en passant par l'urbanisme et les jeux, des neurosciences à la psychologie, si vous ne deviez écouter qu'un seul épisode, c'est celui-ci. Dans cette analyse personnelle, soutenue par des extraits audio des épisodes du podcast, je vous récapitule tous les trucs et astuces qui ont été mentionnés dans les épisodes précédents, qu'ils concernent les outils et méthodes pour aboutir à une expérience mémorable ou les ingrédients eux-mêmes. Allez, c'est parti! Bienvenue dans cet épisode un peu spécial, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas d'invité. En effet, pour l'anniversaire du podcast, j'avais envie de vous faire une synthèse de tout ce que j'ai appris depuis un an autour de cette question. Quels sont les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable ? C'est un sujet que j'ai présenté en Meetup le mois dernier et qui a beaucoup plu. Donc j'ai décidé d'adapter cette présentation pour en faire un épisode audio. Cet épisode inaugure aussi la saison 2 du podcast, qui sera dorénavant en version audio uniquement. En guise d'introduction, voici une mini rétrospective sur cette année. En un an, j'ai rencontré 13 personnes, réalisé 10 interviews et publié 20 épisodes, car on a fait le choix de découper certains épisodes pour faire des épisodes plus courts. Je dis on car j'étais accompagnée par mon entreprise Sogilis, et en particulier par Léana Mang, ma collègue du marketing et de la com, qui a fait notamment toutes les captations et la plupart des montages. C'est donc mon entreprise qui m'avait proposé de faire ce podcast en mon nom, mais sur mon temps de travail, dans une logique de communication sur les individus qui la composent, plus que sur l'entreprise elle-même. J'avais carte blanche pour choisir le sujet, et j'ai repensé à une réflexion que je m'étais faite en 2015 en échangeant avec un ami qui avait monté un escape game. Ce jour-là, j'avais réalisé que les étapes de son travail avaient plein de points communs avec celles du mien. Et je me suis dit qu'on pouvait sans doute généraliser ça à beaucoup de métiers. J'ai donc eu l'idée d'aller interviewer des porteurs de projets pour essayer de comprendre comment ils et elles créent des expériences mémorables, pour voir si on pouvait extraire une sorte de recette magique, ou à minima des ingrédients clés. À cela, j'ai eu envie d'ajouter des interviews de chercheurs et de chercheuses pour compléter cette approche empirique par les connaissances scientifiques qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Alors avant de démarrer, je vais vous présenter rapidement les protagonistes qui vont intervenir tout au long de l'épisode, c'est-à-dire les personnes que j'ai enregistrées à travers ces 10 interviews. On a d'abord 6 porteurs et porteuses de projets, ou salariés d'entreprise. Charles Dumoulin, qui a créé les Explore Games, des jeux d'aventure en extérieur à mi-chemin entre le geocaching et les escape games, et qui était relativement pionnier dans ce domaine. Fanny Vella, autrice et illustratrice de BD et d'albums pour enfants, qui intègre régulièrement sa communauté dans la conception de ses BD. Océane Guillot et Grégoire Gauthier, de l'entreprise Nemera, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des dispositifs d'administration de médicaments, du genre spray nasal, stylo à insuline, dosette ophtalmique, etc. La vision de cette entreprise, c'est de devenir la société de ce secteur la plus centrée sur les patients. Ensuite, on a Bertrand Vignal, directeur de l'agence Base, une agence d'urbanisme lyonnaise qui a travaillé sur des gros chantiers comme le parc Blandan par exemple, le zoo de la Tête d'Or ou en ce moment sur les berges du Rhône. Et enfin Gaëtan Sanchez, cofondateur du barrage lyonnais Tire-toi une bûche, un bar qui combine avec brio, nouveauté et familiarité pour donner envie de revenir. On a aussi 2 consultantes, Aurélie Najuk, qui travaille dans l'automatisme industriel et qui à l'époque était en charge de recueillir le besoin lors de la mise en place d'une nouvelle ligne de production par exemple, de concevoir la solution, de coder les automates et de faire le suivi et la formation après la livraison. Et on a Charlotte Roland qui a créé sa société de consulting Newbrain et qui fait du conseil et de la formation autour des questions de conception et d'évaluation de produits, en particulier dans le luxe et les cosmétiques. Charlotte, elle est PhD en neurosciences et dans cet épisode, on parle beaucoup du fonctionnement du cerveau. Enfin, il y a 4 chercheurs et chercheuses. Guillaume Grenier, spécialiste de l'expérience utilisateur. Stéphanie Buisine, qui travaille sur la créativité. Nadine Ravel, chercheuse en neurosciences sur la mémoire. Et Johanna Oknarescu, chercheuse en design et robotique, dont l'épisode sortira le mois prochain. Voilà, maintenant que j'ai présenté tout le monde, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Et avant de parler des ingrédients d'une expérience mémorable, je vais vous parler des outils et méthodes. Parce que pour faire un bon plat, il faut de bons ingrédients, bien sûr, mais il faut aussi un certain savoir-faire. Les bons outils et méthodes. Pour cette partie, j'ai choisi d'organiser la présentation selon les 4 étapes de mon travail. Première étape, la discovery, c'est-à-dire la capacité à affiner les besoins pour bien comprendre le problème sous tous les angles. Deuxième étape, le design, donc les étapes d'idéation et de conception de la solution. Troisième étape, le delivery, c'est-à-dire dans mon cas, l'accompagnement des développeurs et développeuses pour créer la solution imaginée, en écrivant les specs et en répondant à leurs questions tout au long du dev. Et enfin, quatrième étape, l'évaluation, c'est le fait de vérifier que ce qu'on a imaginé correspond bien aux attentes et aux besoins des utilisateurs finaux. C'est plus ou moins la trame que je suivais lorsque j'interrogeais les porteurs de projets en leur demandant comment ils et elles font pour identifier les besoins utilisateurs, pour imaginer la solution et pour évaluer que celle-ci est adaptée. L'étape de delivery, c'est surtout lié à l'aspect product owner de mon métier, que je cumule avec mon rôle du UX. Cette étape-là, c'est pas quelque chose que j'ai creusé particulièrement pour l'instant dans le podcast, mais il y a quelques éléments intéressants qui sont ressortis naturellement, donc j'en dirai quand même quelques mots. Alors sur la discovery, le premier point qui ressort, c'est bien sûr de comprendre les besoins. Ce qui est revenu le plus souvent ici, c'est l'approche de l'observation. Observer les utilisateurs, observer le monde qui nous entoure, observer et tester les concurrents. Le format entretien revient aussi, mais moins souvent, et surtout auprès de personnes non utilisateurs, comme les clients ou des experts métiers. Il y a 2 pistes d'inspiration que j'ai notées dans mon interview d'un urbaniste. La première, c'est de faire dessiner des cartes sensibles à des utilisateurs pour faire ressortir les envies, dans le cadre du design de la ville. Alors une carte sensible, en gros, c'est une carte que les personnes vont pouvoir dessiner elles-mêmes ou annoter, en fonction de ce qu'elles ont pu vivre, apprécier ou non, de ce qu'elles aimeraient, etc. Et je me dis qu'on pourrait l'exploiter en faisant dessiner le parcours utilisateur vécu sous forme de storyboard ou de vraies cartes, dans le cas d'un produit qui s'utilise à différents endroits. C'est une idée un peu vague à ce stade, mais à creuser. L'autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de réfléchir à la saisonnalité. C'est une question que je me pose assez rarement dans ma pratique, mais je pense que ce serait intéressant de se la poser. Est-ce que les attentes seront les mêmes selon les saisons, en hiver, en été? Est-ce que les usages aussi sont les mêmes? Pas forcément. Le deuxième point qui est beaucoup ressorti en lien avec la discovery, c'est le fait d'aller analyser et comprendre le contexte. Le contexte culturel déjà, par exemple avec Océane et Grégoire qui m'ont parlé des différences culturelles dans la santé, et de l'importance d'adapter la conception à la relation que la population a aux médicaments, dans leur cas, selon le système de santé du pays. Je vous laisse écouter. Et en France, je pense qu'il y a l'accès très démocratisé, très assisté à une couverture sociale, y compris à du remboursement de médicaments. La dimension de gâcher, de jeter, j'ai un médicament, j'ai droit. Pour beaucoup de gens, ils ne l'ont pas payé parce que on voit même la pas combien sécu, ça etc. coûte On voit pas, on n'a pas de notion et du coup, on n'a pas le sentiment d'avoir de la valeur et de la jeter. Donc des gens ont des médicaments périmés, ils vont demander un peu plus, même s'ils n'ont pas utilisé parce qu'ils y ont droit. C'est très français, très franchouillard comme culture. Dans d'autres pays, il y a une sensibilité sur... C'est un vrai achat et c'est un vrai... c'est presque révoltant de le dire, mais c'est un vrai luxe de se soigner. Et du coup, la relation avec le dispositif, en termes de qualité, en termes de service rendu, en termes de ce que je ne vais pas consommer, parce que mon traitement était sur 30 jours et j'ai acheté un dispositif avec 60 jours de traitement. Enfin, il y a des dimensions qui sont culturelles liées au régime social qui sont vraiment très contrastées. Et ça, on l'a expérimenté sur des études multicentriques. C'est très intéressant et ça nous donne pas mal de recul de voir vraiment les spécificités par pays. Oui, les pratiques des infirmières sont totalement différentes. Elles n'ont pas les mêmes responsabilités à Chicago qu'en France. En France, ça va être plutôt le médecin qui va réaliser les actes plus chirurgicaux. Qu'aux États-Unis, une infirmière ou même une technicienne va pouvoir ouvrir une seringue, la manipuler, alors qu'en France, c'est différent. Donc ça veut dire qu'on vise pas les mêmes personnes, pas le même niveau de formation. Ouais. Donc l'usage n'est pas forcément le même. Okay. Donc c'est intéressant et c'est complémentaire du coup de faire plusieurs études. Un autre élément qui me revient, c'est que d'un pays à l'autre, on peut avoir la même molécule, le même médicament qui n'aura pas les mêmes canaux de commercialisation. C'est-à-dire qu'un médicament peut être en Europe soumis à prescription médicale, c'est-à-dire pour avoir ce médicament-là,
c'est une ordonnance médicale qui permet d'avoir ça, tandis que dans une autre région du monde, c'est un médicament qui sera accessible, ce qu'on appelle OTC, donc sans ordonnance. D'accord. Et donc ça va se traduire par une dimension, toute proportion gardée, un peu marketing, c'est-à-dire que le produit qui est sur ordonnance, il n'y a pas vraiment d'effort, c'est un étui, carton, etc. Là où un produit qui est OTC va être disponible en rayon. Donc il y aura un travail un petit peu différent en termes de packaging tertiaire. Donc le même produit, la même molécule, dans un pays, elle sera dans un étui, carton, j'ouvre mon système, je lis ma notice. Et puis dans d'autres pays, ça sera un blister à ouvrir avec un truc joli en couleur. Et donc l'usage, le scénario d'utilisateur ne sera pas le même alors qu'on parle exactement de la même molécule. Pour Bertrand, c'est surtout le contexte historique et politique qu'il a besoin de creuser dans le domaine de l'urbanisme. Analyser l'histoire du site, comprendre le contexte et l'ambition politique. Les outils, c'est bien prendre en compte, j'en parle beaucoup, mais le contexte politique. C'est-à-dire quels sont les messages politiques qui sont sur la place et pourquoi les choses sont lancées. Et dans ce cas, il faut bien comprendre quel est le niveau d'ambition politique pour servir ce niveau d'ambition politique au bon sens du terme. Pas pour une réélection, mais pour dire ce message me plaît pour telle raison, telle raison, telle raison. Il faut analyser le site au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle le genius loci, le génie du lieu, qui est un terme très fort. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce site, comment il est connecté, quelles sont ses valeurs dans la ville, est-ce qu'il est fertile, est-ce qu'il n'est pas fertile, est-ce qu'on va le refertiliser, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'on va ramener des terres, est-ce qu'on va faire ça, voilà. Donc plus on analyse globalement ces interdépendances avec le reste, plus on trouve des solutions. Et moins il est isolé comme une réponse ex nihilo. Voilà. Et c'est ça vraiment le paysage, c'est-à-dire ce qui peut nous différencier des fois de l'architecture, c'est qu'on ne répond pas sur une parcelle. En fait, on répond sur un système en ramification, même si notre contrat est que sur une petite parcelle, mais on regarde toutes les interdépendances, qu'elles soient, on va dire, physiques, ou qu'elles soient immatérielles. C'est-à-dire, s'il y a une école à côté, on sait qu'il y aura une influence. Et pourquoi? Et quel sera le parcours des enfants? Et qu'est-ce qui va se passer? Et quelle sera l'expérience des enfants là-dedans? Et qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Et quel est le sentiment de nature qu'ils vont trouver? Et comment ça peut les aider dans la vie? Et ainsi de suite. Donc là, on analyse tout ce qu'on peut. On regarde sur Internet tout, on regarde des interviews, on essaie de prendre tout l'écosystème qui existe pour bien comprendre. Et après, on se fait notre propre avis de tout ça. Ok. C'est assez facile de faire le lien avec le logiciel, où on aura besoin de bien comprendre, dans le cas d'une refonte par exemple, pourquoi et comment on en est arrivé là, quels sont les choix qui ont été faits par le passé, pourquoi, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on peut remettre en cause ou pas, et dans quelle ambition politique et stratégique pour l'entreprise on décide aujourd'hui de commencer ce nouveau chantier, par exemple. Tenir compte de tout ça permettra de favoriser le soutien des collaborateurs et de la direction. Ensuite, comprendre le contexte concurrentiel, pour s'inspirer d'une part, et aussi pour se positionner. Gaëtan, par exemple, m'a expliqué qu'au tout début du projet, ils sont allés tester plein de bars à jeux partout en France. Et ensuite rencontrer tous les gérants de bars à jeux de Lyon. Enfin, il y a bien évidemment le contexte d'usage. Aller comprendre dans quel contexte les utilisateurs vont utiliser notre produit ou notre service, et comment il peut s'intégrer de manière fluide dans leur routine. Ça, c'est fondamental en UX Research, pour éviter de tomber à côté. C'est nécessaire de comprendre le parcours utilisateur complet. Qu'est-ce qu'elle a fait la personne juste avant? Qu'est-ce qu'elle va faire juste après? Et qu'est-ce qu'elle fait en même temps? Est-ce qu'elle utilise l'application dans la rue, à une seule main? Est-ce qu'elle risque de commencer sur mobile et finir sur desktop? D'être interrompue toutes les 3 minutes pendant qu'elle travaille sur ce logiciel? Tout ça, il faut en tenir compte. Les outils pour faire ça chez mes porteurs de projet, c'est des outils classiques qu'on va utiliser aussi en UX. De la veille, des recherches sur le web, des benchmarks et des échanges plus ou moins structurés. Je me sers pas mal des réseaux pour me cultiver et j'essaye de suivre des comptes qui n'ont absolument rien à voir avec mon vécu, mon histoire. Mais pour autant, je trouve que c'est hyper important de comprendre ce qui peut jouer dans ces minorités-là parce que j'aime bien parler, mais c'est un sujet hyper compliqué, d'intersectionnalité des luttes et ce point de rencontre entre plusieurs oppressions. En fait, quand on le comprend pas, on peut toujours foncer dedans. Ensuite, sur la partie product design, ou idéation-conception,
Le premier thème qui est ressorti, c'est le fait de réfléchir à plusieurs. Déjà, entre collègues. Ça, tout le monde le fait. Soit au sein de son organisation, soit en se créant un groupe de freelance, par exemple, du même métier, pour échanger et s'aider. C'est ce que fait Fanny dans la BD. Ensuite, en faisant appel à des experts sur des sujets connexes ou à des référents techniques. Ça revient souvent, le fait de solliciter des personnes externes quand on ne connaît pas assez bien le sujet. En général, ce sera plus sous la forme de conseils que des échanges comme on aurait fait avec des collègues. Par exemple, pour un parc comme celui de la Tête d'Or, il faut aller échanger avec des experts en zoologie. On a des spécialistes de tous les animaux qui vont nous donner toutes les contraintes des bonhomos, des trucs comme ça, et eux ils peuvent s'échapper comme ça, donc on sait qu'on a toutes ces contraintes et on prend tout ça et nous on essaie d'harmoniser, d'orchestrer tout ça. Enfin, concevoir avec les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en UX design. Ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues seules, des idées plus riches. Mais ça permet aussi de fédérer une communauté. Par exemple, Fanny a fait plusieurs fois des live Twitch dans lesquels elle dessinait et proposait à sa communauté de participer en donnant leur avis. Par exemple, ce monstre-là, comment je fais en sorte qu'il soit bien dégoûtant? Est-ce que je mets plus de pattes? Ok. Des verrues? D'accord, pourquoi pas? Etc. Et en fait, l'objectif principal, c'était pas spécialement d'améliorer le design, mais plutôt de fédérer une communauté. Et ça, c'est un levier important dans le logiciel aussi. Le fait d'inclure les utilisateurs dans la conception pour les impliquer dans le projet et faire d'eux des ambassadeurs et ambassadrices auprès de leurs collègues, par exemple, dans le cas d'un logiciel de travail. Mais le co-design avec les utilisateurs, c'est pas toujours facile. Les 2 personnes de l'entreprise en santé m'ont expliqué que dans leur contexte bien particulier, c'était même très difficile. Je leur laisse la parole pour l'expliquer. C'est-à-dire demain, le super produit qui va tout révolutionner, s'il est créé par un utilisateur, pour l'utilisateur, ça a énormément de sens et on serait hyper fiers d'avoir été simplement le vecteur qui a fait émerger une idée qui l'a emmené jusqu'à son accomplissement. On a fait des essais qui ont été plus ou moins heureux et aujourd'hui on en revient un petit peu parce qu'en fait on génère énormément d'attentes. En fait on rêve, mais les patients ou les gens qu'on intègre dans ces réflexions-là rêvent encore plus que nous. Ouais. Et parfois on est sur des pathologies qui peuvent être lourdes avec des attentes réelles. On peut avoir des parents d'enfants porteurs de maladies rares, vraiment des gens qui arrivent avec des fardeaux et qui voient dans cet exercice-là quelque chose qui va changer leur vie. Et donc ils se projettent plus que de raisonnable, et ça on a du mal à freiner cette projection-là. Et puis la vie étant ce qu'elle est, certaines idées, même si l'idée est absolument géniale sur le papier, il peut y avoir des contraintes économiques, etc., qui fait que cette idée ne sortira jamais, ou ne sortira pas tout de suite. Et en fait, c'est un des freins qui nous laisse un petit goût amer aujourd'hui, c'est qu'on génère une excitation et une attente auprès de patients, et c'est presque déontologique. En fait, on se dit on n'a pas le droit de les emmener, de les faire rêver, et puis dire on fera pas. Sur cette phase d'idéation, Guillaume juge qu'elle est souvent sous-exploitée et qu'on utilise trop facilement le brainstorming, alors qu'il existe plein de méthodes. Il m'a parlé notamment de storyboarding, du Lotus Blossom et de l'UX Devil. Le Lotus Blossom, très rapidement, c'est un brainstorming structuré sous la forme d'une carte mentale qui permet de trouver 64 idées. En gros, on va mettre notre problème au centre d'une matrice de 9 par 9, trouver 8 idées qu'on place sur les cases autour, puis déplacer chaque idée de premier niveau au centre d'un autre cadran de 9 cases et chercher 8 manières de creuser chacune de ces idées macro. Je vous mettrai une vidéo en description si vous voulez creuser ça. Et l'UX Devil, c'est un atelier créé par Akiani dans lequel on va brainstormer sur la pire UX possible grâce à des cartes pour creuser certains axes diaboliques. Et ensuite, on va réfléchir aux solutions pour pas aller dans cette direction. Et alors, pourquoi ça fonctionne de réfléchir à plusieurs? Ça, j'en ai parlé avec Stéphanie Buisine, la chercheuse en créativité, qui m'a décrit 2 mécanismes impliqués dans le co-design. Le premier, c'est la stimulation cognitive, qui est le fait qu'on vient alimenter sa génération d'idées par les idées des autres. Et ça fonctionne même avec des idées fournies par une IA ou un moteur de recherche. L'autre mécanisme, c'est la comparaison sociale. C'est le fait que d'interagir avec d'autres êtres humains va fluidifier notre créativité. Là, pour le coup, ça marche moins bien quand on pense qu'on interagit avec une IA que quand on pense qu'on interagit avec un être humain. Il y a des études qui ont montré ça. Il y a des expériences assez célèbres qui ont été faites où on fait de la créativité en ligne comme si on était sur un chat, dans une condition... Alors, on est toujours dans un système automatisé,
mais dans une condition, on croit qu'on interagit avec des humains, qu'il y a des humains en ligne avec nous en temps réel. Et dans l'autre condition, on est informé que c'est un système automatique qui interagit avec nous. Et en fait, les individus sont plus créatifs lorsqu'ils pensent qu'ils interagissent avec d'autres individus. Donc, on voit bien qu'il y a cette composante sociale qui déclenche quelque chose chez nous et qui booste d'une certaine manière le processus créatif. Les points d'attention qu'on peut citer par rapport à ces processus, c'est d'abord la peur du jugement, et y compris par soi-même, car on est soumis à l'autocensure même tout seul. Et donc une solution, ça va être de chercher du volume plus que de la qualité, et d'insister là-dessus quand on organise un atelier de créativité. Ensuite, on peut citer le risque d'être interrompu dans son train d'idées, de perdre le fil de ce qu'on était en train d'imaginer quand quelqu'un d'autre propose une idée. Donc là, c'est important de se laisser du temps en individuel avant de partager, et de venir en fait alimenter la créativité avec les idées des autres quand on n'a plus d'idées en solo. Et enfin, le dernier risque, c'est ce qu'on appelle la paresse sociale, c'est le fait de se mettre en retrait et de ne pas participer. Là, elle m'a pas apporté de solution, mais intuitivement, je me dis qu'avoir une personne qui anime l'atelier et qui s'assure que tout le monde participe, ça devrait limiter le risque. La deuxième grande thématique qui revient, toujours dans le product design, c'est le fait d'essayer de penser à tout. Alors j'ai beaucoup aimé ce que m'a dit l'urbaniste à ce sujet. Il m'a dit que ce qu'il recherchait, c'était l'harmonie entre tous les utilisateurs, au sens large. Donc en ce qui le concerne, en tenant compte des animaux, des plantes, mais aussi côté humain, des enfants, des femmes, des personnes en situation de handicap qui ont tendance à disparaître de l'espace public. Et là, le lien avec le logiciel, il est facile, en particulier sur la notion d'accessibilité, mais aussi de multiplicité des cas d'usage. Charlotte aussi, la neuroscientifique qui bosse dans les cosmétiques, m'a parlé de l'importance de la cohérence multisensorielle et au cours du temps. Dans son cas, ça va être une cohérence entre la publicité, le packaging, la couleur de la crème et sa texture par exemple. Alors autant ils sont pas capables de détecter qu'on a changé la formule dedans, autant ils sont capables, en tout cas ils verbalisent une dissonance qui les gêne, de dire je trouve ça pas cohérent, le packaging il est rose, dedans ils ont mis une crème qui est blanche. En fait, c'est la dissonance et c'est les différences et c'est les contrastes qui les perturbent et qui font que finalement, des fois, on a une dépréciation du produit. Et à l'inverse, sur un produit qui a été pensé comme étant en tout cas le bon produit dans son bon packaging, etc., on réalise que c'est souvent ça qui fait l'appréciation. C'est si l'histoire est cohérente et qu'il y a une cohérence multisensorielle entre la promesse, entre ce qu'ils découvrent, entre l'odeur et le toucher, etc., finalement, ils apprécient globalement l'expérience. Et si par contre, il y a une dissonance et qu'il y a par exemple une odeur très forte sur quelque chose qui doit être une crème de nuit que je dois mettre, etc., c'est les contrastes qui entraînent une dépréciation. Si on transfère ça dans le domaine logiciel, ce sera la cohérence entre les communications autour du logiciel, le design qui doit être en adéquation avec l'image de marque, et l'UX et les fonctionnalités qui doivent aussi être homogènes entre l'expérience mobile et desktop par exemple. Et ça va même jusqu'au service après-vente, ou les mails de confirmation reçus qui doivent garder le même ton ou la même identité. En piste d'inspiration, j'ai bien aimé l'idée de faire une analyse de risque en amont. C'est ce que fait Aurélie dans l'automatisme industriel, par exemple, car une fois la machine assemblée, pour elle, c'est compliqué de modifier quoi que ce soit. Donc ça permet de prévenir les erreurs plutôt que d'ajuster a posteriori. Dans le logiciel, on a cette flexibilité, et tant mieux, on devra toujours ajuster a posteriori, mais certains risques, ça peut être bien de les avoir anticipés pour les prévenir en amont. Il y a aussi le Devil UX, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. C'est un atelier qui permet pas d'innover, mais par contre qui va aider à imaginer les pires cas et à les anticiper. Enfin, il y a l'approche proposée par Johanna que j'ai beaucoup aimée. Les scénarios d'usage ont été écrits pour le robot Pepper et on a écrit une vingtaine de scénarios d'usage. Ces scénarios d'usage, on n'a pas pu les finir parce qu'on avait besoin en fait de les vivre. Et pour cela, on a créé un Living Lab low-tech. Et on a vécu pendant une semaine avec des professionnels de la santé, donc le médecin en charge de projet, les ergothérapeutes et des designers. Et on a joué ces scénarios comme des mini scénettes de théâtre. On les a joués dans le but de les finir, de pouvoir en fait les comprendre et les ajuster entre l'imagination qu'on a eue nous sur la feuille, sur l'écriture des scénarios et la réalité en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un robot qui vit avec toi quand tu dors, comment il se place où? Donc, tout ça, ça a été dans un appartement de 2 pièces qu'on a aménagé, avec des objets du quotidien. En fait, on avait une stagiaire
Et sa grand-mère, elle était juste à côté de lui où on faisait cet appartement. Donc, on a déménagé plein d'objets de la grand-mère dans l'appart. Des tapis, des fauteuils, des lampes, des tableaux, pour rendre cet appartement authentique comme si on vivait, nous, dedans. Okay. On avait quelqu'un qui a fait de l'improvisation, qui était notre mine d'or, parce que c'est cette personne-là qui a joué la personne, la senior. On s'est redistribué un peu les rôles. Moi, par exemple, je manipulais les robots. Donc, le robot, c'était comme une sorte de poupée, en fait, que je manipulais par derrière. Il y avait une autre personne, par exemple, un voisin qui venait parfois, ou le petit-fils de la personne qui venait parfois. Il y avait la personne qui réécrivait le scénario, et là, notre personne qui filmait. Et l'ergothérapeute était plutôt celui qui regardait et filmait, et qui nous disait, bah là, en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Toi, tu dis, en fait, que t'as pas envie de te lever, en fait, et t'as pas envie. Et donc, c'est le but de ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas du côté de la technologie, on était du côté de l'émotion qu'on ressentait, et on voulait pas, en fait, que la technologie va vaincre de certaine manière. Tu vois. On était en train de la challenger. Et c'est ça ce qui était très chouette, c'est que on avait cette liberté de, si l'objet venait trop près de nous, de lui dire, en fait, non, là, tu es vraiment trop près, il faut garder une distance, tu peux pas venir me réveiller comme ça. Donc, tout un tas d'expériences qui ont été réécrites, et plein de petites choses de détails. C'est ça aussi ce qui est très intéressant avec ce type d'expérimentation, c'est qu'on ne se rend pas compte comment l'expérience avec un objet est faite par plein de petits détails d'usage, d'ajustement, et on a pu, voilà, d'une certaine manière, vivre une partie de ces détails dans cet espace. Le troisième et dernier thème sur le design, c'est celui des approches pour trouver l'inspiration. Alors souvent, on va fonctionner par analogie. L'urbanisme disait que pour lui, par exemple, c'est important de voir le monde pour trouver l'inspiration et voir qu'on peut faire autrement. C'est ce qu'on fait aussi souvent dans le logiciel d'ailleurs, quand on s'inspire de la concurrence ou de logiciels connexes. J'ai aussi interrogé Stéphanie sur les leviers de la créativité. Elle m'a parlé d'une part d'un processus affectif, le fait de rêver, de susciter des émotions positives qui va favoriser l'émergence d'idées. Par exemple, le rêve éveillé, c'est une méthode qui consiste à se mettre dans un environnement sonore ou virtuel onirique pour favoriser de nouveaux points de vue et générer des idées originales. Ou on peut carrément changer de lieu de travail, par exemple aller passer 2 jours à la montagne, si on peut se le permettre. Et là, le fait de changer de contexte peut stimuler aussi la créativité. Je l'ai aussi interrogée sur le rôle du stress. Alors là, selon elle, c'est efficace si le stress est modéré. Comme beaucoup de choses, ça suit une courbe en forme de cloche, et donc s'il n'y a pas assez ou trop de stress, ça va être contre-productif. Par contre, là-dessus, elle m'a mise en garde par rapport au bien-être des participants. Je vous laisse écouter. La contrainte temporelle, le fait de mettre des timers dans les séances de créativité. Effectivement, j'avais observé cette augmentation de la production d'idées quand on mettait un temps limité, quand il y avait vraiment le chrono qui tourne. Donc ça marche d'un point de vue purement performance, mais par contre, en fait, tous mes participants, en fait, ils le vivaient mal. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter d'employer ce genre de levier parce que ok, c'est important la productivité et la performance, mais finalement, quand tu le mets en balance avec le bien-être de tes participants, de tes collègues ou de tes congénères, pour moi, c'est plus la priorité en fait de favoriser la performance quoi qu'il en coûte. Donc, je préfère du coup limiter le recours à ce genre de mécanique pour favoriser des situations dans lesquelles on va jouer au contraire sur le bien-être. Et dans la foulée, elle m'a signalé que tout ce qui tournait autour de la gamification, c'était finalement assez peu efficace sur le long terme. Donc moi et mon Crazy 8, on est parti réfléchir un peu dans notre chambre. Je dis pas que j'en ferai plus, parce que ça reste un atelier que j'aime bien, mais ça me donne envie de tester d'autres approches. Enfin, on a parlé du rôle de l'ennui. Et elle m'a dit qu'au-delà de l'ennui, c'était important de se laisser du temps pour trouver des idées à tête reposée. Par exemple, après un atelier fait le jeudi ou le vendredi, c'est intéressant de faire un point en début de semaine sur des nouvelles idées qui auraient pu émerger spontanément. Donc la chose à retenir là-dessus, c'est de laisser la place au changement, quand c'est possible en tout cas. J'ai demandé aussi à Guillaume Grenier et Stéphanie Buzine, 2 de mes chercheurs, quels étaient les impacts du distanciel sur la capacité à innover. Alors ce qu'il en ressort, c'est que d'un côté, ça peut aider, en limitant l'autocensure de certaines personnes qui seraient pas très à l'aise en face à face, un peu de la même manière que le fait de porter un masque, là on est caché derrière l'écran.
C'est un phénomène qu'on observe malheureusement bien souvent dans le cas où l'autocensure aurait plutôt été bénéfique. Je pense à tout ce qui est harcèlement sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais voilà, en tout cas, le fait d'être derrière l'écran, ça peut aider certaines personnes à oser s'exprimer. En revanche, ça a 2 effets négatifs. Le premier, c'est que ça facilite le phénomène de paresse sociale dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est hyper simple, on coupe le micro, on coupe la caméra, puis on va éplucher les carottes en écoutant d'une oreille distraite. Et le deuxième, c'est que c'est beaucoup plus dur d'entrer en conflit quand on est à distance. Et donc, ça complexifie le fait de confronter ses idées. Alors, c'est jamais facile, le conflit. Mais en présentiel, il y a tout le non-verbal qui peut aider. Et à distance, a priori, on aura tendance à moins oser dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est quand même un frein à l'innovation. C'est donc là-dessus qu'il faut être vigilant, en privilégiant des outils collaboratifs comme Miro et ce genre de choses, et puis en ayant conscience de ces difficultés. Pour conclure sur cette partie autour du design et de la créativité, je vais vous parler d'un sujet que j'ai abordé avec Stéphanie également, celui des différences culturelles et individuelles dans la capacité à innover. Ou dit autrement, est-ce qu'on est toutes et tous créatifs ? Alors d'abord, à propos des différences culturelles, elle m'a parlé des travaux de Hofstede, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui a caractérisé les différences culturelles entre pays à travers 6 dimensions. Notamment en France, on a un score très fort sur l'axe évitement de l'incertitude. En gros, on a une aversion au risque, et celle-ci rend plus difficile l'émergence d'innovations disruptives. Un autre axe dont elle m'a parlé, c'est celui du respect de la hiérarchie, qui est relativement fort également en France. Selon elle, sans appui de la hiérarchie, c'est très compliqué de faire aboutir une idée en France. En revanche, avec l'appui de son boss, on peut déplacer des montagnes. Ceci étant posé, elle a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, l'important c'est surtout de s'adapter au contexte, comme toujours en fait. Ensuite, au sujet des différences individuelles, elle m'a parlé du Big Five. C'est un questionnaire de personnalité, un des rares à être validé scientifiquement d'ailleurs, contrairement au MBTI ou à la ProcessCom, entre parenthèses, qui n'ont aucune validité scientifique. Et donc il semblerait que le trait de personnalité ouverture dans ce questionnaire soit corrélé à la créativité, dans une certaine mesure. C'est pas un prédicateur à 100%, mais il y a une corrélation. Ceci dit, même si certaines personnes semblent plus créatives que d'autres de manière innée, c'est tout de même possible d'acquérir cette compétence en la travaillant. Par exemple avec des exercices de pensée divergente dans lesquels on cherche un maximum d'idées sur un sujet donné, et puis également en cherchant le volume plus que la qualité pour se désinhiber. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans l'épisode suivant, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet en abordant le delivery, les tests utilisateurs et surtout les ingrédients d'une expérience mémorable. Pour enrichir notre compréhension commune de ce sujet, ce serait super sympa de répondre au très court questionnaire dont le lien se trouve en description. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok et Blue Sky. Vous trouverez les liens en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.